Vous allez entendre dans un instant une rencontre avec Sébastien Bourdon, journaliste indépendant dont les articles et enquêtes en Mediapart alertent régulièrement sur la présence de néo-nazis dans l'armée française. Il présentait à la librairie Ombre Blanche, mercredi 31 mai 2023, son ouvrage intitulé « Une vie de lutte plutôt qu'une minute de silence, enquête sur les antifas », publié aux éditions du Seuil. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus aujourd'hui pour accueillir Sébastien Bourdon pour son premier livre paru en mars 2023 au Seuil, Une vie de lutte plutôt qu'une minute de silence. Sébastien Bourdon, tu es journaliste indépendant, tu travailles régulièrement avec Mediapart, tu as aussi contribué à la réalisation d'une enquête sur la présence des néo-nazis dans l'armée française. C'est donc ton premier livre, mais évidemment pas tes premiers articles. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Déjà, tout d'abord, ce qui me semble naturel, c'est de te poser la question du titre. En fait, c'est quand même un titre très éloquent, qui est fort de sens. Voilà. Est-ce que tu peux peut-être nous faire une petite remise en contexte, en fait, de pourquoi tu as choisi ce titre, autour de Clément Méric aussi, nous expliquer un petit peu ce choix. Bonsoir à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Le titre, c'est quelque chose qui est venu assez naturellement, enfin qui est venu dès le départ en fait, au moment où j'ai écrit le pitch pour l'éditeur. Donc avant même que le contrat soit signé, c'était le titre initial, et ça me semblait assez naturel. Alors on a ensuite discuté beaucoup du sous-titre, on s'est posé beaucoup de questions sur le sous-titre, mais en l'occurrence, le titre, c'est donc la reprise d'un slogan, si ce n'est du slogan principal de la mouvance antifasciste au sens large, et en l'occurrence c'est un slogan qui a vocation à rendre hommage à Clément Méric, dont on parlera je suppose, mais qui est vraiment une figure absolument centrale dans l'histoire du mouvement antifasciste, dont on va d'ailleurs commémorer dans quelques jours les 10 ans de l'anniversaire de sa mort. Justement, quand je parlais de remise en contexte, peut-être tu pourrais nous rappeler un peu ce qui s'est passé autour de la mort de Clément Méric. Voilà, peut-être faire un petit rappel pour ceux qui auraient oublié. Alors Clément Méric, c'était un militant antifasciste qui était à la fois un militant syndical chez Solidaire étudiant, enfin à l'époque c'était Sud étudiant, et également membre d'un groupe antifasciste parisien qui s'appelle l'Action antifasciste Paris-Banlieue, l'AFA-PB, et qui, en 2013, il était âgé de 18 ans, il était jeune étudiant à Paris, et le 5 juin 2013, dans la rue à Paris, pas très loin de la gare Saint-Lazare, il était avec un groupe d'amis, et ils ont croisé, pour le dire vite, un groupe de skinheads néo-nazis. Ils ont été pris à partie, puis agressés, et au cours du très bref affrontement, il a été tué donc, par ces skinheads néo-nazis à l'âge de 18 ans, parce qu'il était militant antifasciste. Merci. On peut aussi peut-être revenir sur la méthode, comment tu as articulé en fait tes témoignages, comment tu es rentré dans ces milieux, quelles ont été en fait finalement tes entrées dans les milieux antifascistes. Alors le travail de ce livre, il résulte avant tout de toute une série d'entretiens. Alors de mémoire, je crois que c'est 70 entretiens individuels et une dizaine d'entretiens collectifs. Donc au total, j'ai rencontré à peu près, je pense, 80-90 militants, militantes partout en France. Et les entrées, elles ont été doubles. Il y a un certain nombre, les premières personnes que j'ai sollicitées pour ces entretiens, c'était des militants et militantes que je connaissais auparavant, pour différentes raisons, soit parce que je les avais croisés au cours notamment de mes années étudiantes, soit parce que, en tant que journaliste, habituellement, je travaille principalement sur l'extrême droite militante, et donc évidemment, en travaillant sur l'extrême droite militante, je suis régulièrement amené à échanger avec des militants et militantes antifascistes, soit tout simplement pour discuter, soit parce que parfois ils me donnent des informations sur ce qui se passe dans leur ville ou à l'occasion de certains événements. Et donc, dans un premier temps, j'ai sollicité ces personnes-là que je connaissais auparavant pour faire des entretiens avec elles et eux, et ensuite j'ai fonctionné par capillarité, donc j'ai demandé à ces propres personnes de me présenter à d'autres personnes, soit de leur groupe, du même groupe, soit de me recommander vers d'autres militants et militantes dans d'autres villes qui ont accepté de me parler. Je pense que la raison de ce nombre d'entretiens que j'ai réussi à faire,
ça résulte à la fois donc de cette introduction par capillarité, c'est-à-dire que j'ai été recommandé par un certain nombre de militants et militantes, et à la fois ça résulte également de mon travail en parallèle auprès de Mediapart sur l'extrême droite militante, puisque quelque chose qui est beaucoup revenu dans les entretiens avec les militants et militantes que j'ai rencontrés, c'était en gros, pour le dire vite, le fait qu'ils connaissaient au moins en partie mon travail, et notamment les enquêtes que tu as mentionnées plus tôt sur la présence de néo-nazis dans l'armée française. Donc il y avait une sorte de base de confiance, entre guillemets, puisqu'ils savaient que je travaillais sur des sujets qui les intéressaient, et que d'une certaine manière, même si on est très très éloigné du registre militant, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais à travers mon travail journalistique, je m'expose un peu comme eux face à l'extrême droite. Et ce livre, tu as décidé de l'écrire quand? C'est quand qu'a commencé le travail en fait, de l'écriture de ce livre? Alors le travail d'écriture de ce livre a commencé vers la fin de l'année 2021, et le gros du travail a été réalisé au cours de l'année 2022, principalement à la mi-temps de l'année 2022. La plupart des entretiens, je les ai réalisés entre juin et août 2022, donc l'été dernier. Et ensuite, j'ai eu une période d'écriture jusqu'à, de mémoire, octobre-novembre pour le premier manuscrit, puis après les différents allers-retours. Voilà, donc c'est principalement un travail qui s'est fait au cours de l'année 2022. Et du coup, cette nouvelle forme d'expression qui est en fait le livre, hein, qu'est-ce que ça a apporté en fait à ta voix en fait? Pourquoi tu as décidé en fait d'écrire un livre? Est-ce que c'était une commande, quelque chose que tu avais envie de faire? Qu'est-ce qui t'a amené en fait à changer en fait ta forme d'expression? Écrire un livre, écrire des articles, c'est pas exactement le même procédé? Alors non, en effet, c'est pas la même chose que ce que je fais habituellement pour Mediapart. C'est pas du tout le même format. C'est pas non plus vraiment la même thématique, puisque je suis passé en termes de sujets d'enquête. Habituellement, je travaille sur l'extrême droite, et là, je travaille sur les milieux antifascistes. Pour être totalement transparent, c'est une commande. Initialement, j'ai été contacté par l'éditeur pour travailler justement sur la présence de néo-nazis dans l'armée française. Pour diverses raisons, ça s'est pas fait. Et donc, on a réfléchi collectivement à d'autres thématiques qui pouvaient mériter un livre. Et en l'occurrence, c'est à ce travail-là qu'on a abouti, en partant du constat en fait qu'il y avait à peu près pas grand-chose, si ce n'est rien, qui existe sur ce sujet en France. Et c'est d'ailleurs le sujet du livre, les antifas ou la mouvance antifasciste est très très largement méconnue, très souvent caricaturée. Et donc l'idée, c'était un peu d'utiliser entre guillemets mes accès, mes connaissances à ce terrain-là pour potentiellement essayer de démystifier un peu tout ça, et d'ancrer les choses de façon peut-être un peu plus posée et peut-être un peu plus proche de la réalité. Merci. Pour rentrer un petit peu peut-être dans le cœur du sujet, tu pourrais peut-être nous rappeler, nous expliquer en fait c'est quoi les revendications en fait des antifascistes, contre quoi ils se battent, quelles sont leurs revendications, voilà. Alors vaste sujet évidemment. Déjà, vaste. En fait, je pense pas qu'on puisse dire, enfin le mouvement antifasciste en France est tout sauf un bloc monolithique. Il n'y a pas une seule organisation ou un seul courant. Si on devait résumer, on pourrait, je pense, diviser le mouvement en, disons, 3 courants distincts. Alors, au contour assez flou, et c'est vraiment j'essaie de résumer au maximum, mais le courant principal de ces 10 dernières années, c'est un courant qu'on appelle le courant de l'antifascisme autonome, qui est notamment très lié à l'histoire du groupe parisien qui s'appelle l'Action antifasciste Paris banlieue, que j'ai mentionné précédemment. Le second courant est plus récent, c'est le courant qui est né avec la Jeune Garde, qui est donc une autre organisation qui est née dans un premier temps à Lyon en 2018 et qui depuis a essaimé dans d'autres villes, qui développe une conception de l'antifascisme différente. Et ensuite, un troisième courant serait, on pourrait regrouper au sein de ce troisième courant un peu plein de petits groupes, notamment dans des plus petites villes qui sont, disons, alignés, qui ne font partie ni du premier ni du second courant. Pour autant, pour répondre à ta question, qu'est-ce que c'est l'antifascisme? En fait, justement, ça varie d'un courant à l'autre. Alors, évidemment, l'antifascisme, c'est de lutter contre le fascisme, lutter contre l'extrême droite. Toute la question, et une question centrale que j'ai essayé de poser à ces militants et militantes, c'est qu'est-ce que c'est pour le fascisme, contre quoi ils luttent? Et évidemment, les réponses varient beaucoup d'un courant à l'autre. Si on part de la conception la plus restrictive et la plus récente, c'est la conception de l'antifascisme qui est développée par la Jeune Garde,
qui pour le coup assument, et c'est leur terme, une forme de spécialisation dans la lutte contre l'extrême droite. Et donc eux, ils considèrent que leur antifascisme, c'est lutter contre l'extrême droite stricto sensu, c'est-à-dire en gros le RN et Reconquête, donc l'extrême droite des partis politiques, et l'extrême droite groupusculaire, donc les différents groupes militants qui sont actifs dans la rue. Historiquement, et ces 10-15 dernières années, la conception dominante de l'antifascisme en France, c'est plutôt la conception du premier courant que j'ai mentionné, le courant antifasciste autonome, qui pour le coup a développé depuis un certain temps une conception beaucoup plus large de ce que c'est l'antifascisme et donc de ce que c'est le fascisme et l'extrême droite et donc de ce contre quoi ils luttent. Et eux, ils considèrent que être antifasciste et la lutte antifasciste, c'est évidemment de lutter contre le RN, contre les différents groupuscules, etc. Mais que ça englobe tout un tas d'autres sujets. Il y a notamment une vraie centralité de la question de la police et des violences policières, mais ça englobe d'autres sujets, la question de l'islamophobie, la question de l'accueil des réfugiés, etc. Et eux, pour le coup, ils considèrent qu'il n'y a pas dans la société l'extrême droite, ou dans la société, ou en tout cas dans le spectre politique, il n'y a pas l'extrême droite et le reste, mais ils parlent beaucoup, un terme qui revient souvent, ils parlent d'un spectre de fascisation, et donc qu'on n'est pas dans une sorte d'alternative entre l'extrême droite et la non-extrême droite, mais que les partis politiques, les personnalités, les discours, etc. s'inscrivent sur ce spectre de fascisation. Parce que c'est vrai que justement les militants, en tout cas dans tes entretiens, disent assez justement en fait que l'antifascisme, finalement, dans le continuum, on a le capitalisme. Donc c'est aussi une lutte effectivement contre les violences policières, contre le capitalisme. Et est-ce qu'il y a une empreinte écologique aujourd'hui en fait chez les antifas ? C'est une question d'actualité qu'on m'a beaucoup posée. Ouais, ça m'étonne pas. La question écologique est clairement pas centrale dans ce qui est développé par les groupes antifascistes ces dernières années. Pour autant, de ce que j'ai pu constater, elle gagne en importance. Il y a certains groupes qui sont plus portés que d'autres vers la question. Il y a des liens qui existent depuis quelques années entre des groupes antifascistes et différentes luttes. Il y a notamment eu plusieurs fois des rencontres qui ont été organisées, notamment à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou l'ancienne ZAD de Notre-Dame-des-Landes, en présence d'un certain nombre de groupes antifascistes. L'été dernier, moi, quand je les ai rencontrés, il y a l'action antifasciste Nantes qui s'y rendait quelques jours après pour une conférence en compagnie des soulèvements de la Terre. Et pour ce qui est de l'actualité, moi, quand j'ai terminé d'écrire ce livre, c'était vraiment juste quelques semaines après la première grande mobilisation à Sainte-Soline contre les méga-bassines en octobre dernier, octobre 2022, où pour le coup, pas mal de militants antifascistes s'étaient rendus. Alors, c'est pas la première fois, justement, que dans le passé, des militants et militantes antifascistes s'étaient rendus à d'autres événements liés à ces luttes-là, et notamment sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, celle de Bure, Sivens, etc. Mais pour le coup, il y avait quand même pas un regain, mais une augmentation, un intérêt croissant pour cette lutte-là, et notamment autour de Sainte-Soline avec cette manifestation-là. Pour autant, c'était quelque chose sur lequel, quand moi je les interrogeais, à l'époque, ils voulaient rester relativement discrets. En gros, ils me disaient que oui, ils y étaient allés, mais que c'était plutôt à titre individuel, et qu'ils ne voulaient pas trop afficher leur présence sur place. Notamment, c'était juste après les déclarations de Gérald Darmanin à l'époque sur l'écoterrorisme, et où il disait craindre une nouvelle vague de répression. Le fait est que l'actualité avec la deuxième grande mobilisation à Sainte-Soline en mars dernier, par certains aspects, leur a donné raison, mais pour ce qui est des ponts qu'ils essaient de créer, les soulèvements de la Terre, en l'occurrence, était une des rares organisations qui luttent sur ces questions-là, qui a été mentionnée dans un certain nombre de mes entretiens. D'accord. Et au niveau des moyens d'action des antifas, est-ce que peut-être nous en décrire quelques-uns, moyens d'action, comme tu le disais dans le livre, tenir la rue, les réseaux, etc. Alors, une question absolument centrale dans le militantisme antifasciste, ou en tout cas dans la perception qu'on a du militantisme antifasciste et des antifas, c'est évidemment la question de la violence et de la confrontation physique face à l'extrême droite militante. Je pense que ce qui est important à dire, et c'est d'ailleurs ce que absolument tout le monde m'a dit quand je leur posais la question, c'est que ce recours à la violence, ou même cette potentialité du recours à la violence pour les militants et militantes antifascistes, il occupe concrètement en fait une place relativement marginale, et en fait le gros de l'activité militante des militants et militantes antifascistes que j'ai rencontrés, c'est somme toute des choses extrêmement classiques, d'aller distribuer des tracts, coller des affiches, organiser des conférences, participer à des manifestations, etc. Évidemment, ce qui différencie, et ce qui du coup souvent intéresse plus, ce qui différencie ce militantisme antifasciste d'un militantisme plus classique au sein d'une
d'un parti politique, d'une ONG ou autre, c'est cette question du recours à la violence, ou en tout cas de la potentialité du recours à la violence. Je peux peut-être développer sur ce... Je veux bien. Le cadre principal de recours à la violence pour les militants et militantes antifascistes, c'est ce qu'ils appellent les MOB, donc c'est le diminutif de mobilisation. Et en gros, l'idée, c'est de se regrouper à 5, 10, 15, 20, de constituer un groupe en vue de potentiellement affronter l'extrême droite militante. Il y a soit des mobs défensives ou dites défensives, donc par exemple c'est le fait d'aller à un événement, à une manifestation, par exemple une manifestation syndicale, où les militants et militantes antifascistes pensent qu'il est possible que cette manif soit attaquée par des militants d'extrême droite, et donc ils y vont et ils y jouent grosso modo un rôle de service d'ordre, quoi, où ils se préparent potentiellement à la confrontation et donc au fait que des militants d'extrême droite puissent attaquer cette manifestation, cette conférence ou autre. Et en parallèle de ça, il y a des mobs dites offensives. Alors c'est pas toujours le terme qu'ils utilisent, parfois ils utilisent des termes plus ou moins fleuris, plus ou moins imagés pour décrire leur pratique. Il y en a qui parlent de chasse, d'autres qui parlent de balade, c'est très varié. Mais là pour le coup l'idée c'est donc de se constituer encore une fois en groupe de 10, 15, 20, et pour le coup d'aller soit directement attaquer un événement d'extrême droite, une manifestation, une conférence ou autre, soit d'aller dans un certain nombre de villes, sillonner certains quartiers ou aller à proximité de tel ou tel bar qui est réputé comme étant fréquenté par des militants et militantes d'extrême droite, dans l'idée de potentiellement les trouver et donc de potentiellement avoir recours à la violence. Ce qui est important de dire aussi par rapport à ça, c'est qu'en fait concrètement, quelque chose qui est beaucoup revenu dans les entretiens aussi, c'est en fait très rare que toutes ces mobilisations, ces mobs aboutissent à une quelconque forme de violence. Parce que 9 fois sur 10, quand vous allez à une manifestation syndicale en pensant que potentiellement des militants d'extrême droite vont venir, ils viennent pas. Et 9 fois sur 10, quand vous allez sillonner je ne sais quel quartier, alors je connais pas forcément très bien la géographie toulousaine, mais quand à Paris notamment, c'est plutôt l'ouest parisien qui est réputé comme étant les quartiers fréquentés par les militants d'extrême droite. Bon, vous avez beau y aller un vendredi soir et vous balader, la probabilité que vous trouviez des militants d'extrême droite est relativement faible. Et en plus, si vous réussissez à les trouver, le plus probable c'est juste qu'ils prennent la fuite ou qu'ils se réfugient dans un bar et vous n'allez pas pouvoir faire grand chose, quoi. Donc c'est quand même assez rare hors contexte particulier, mais c'est quand même assez rare que ces différentes mobs débouchent réellement sur de la violence. Et l'image justement des antifas, parce qu'en fait il y a quand même une détérioration qui était assez fulgurante de l'image donc des antifas en France. Quand on parle, tu parles de cet événement en fait en 2016 du quai de Valmy, donc cette voiture de police, on a vu des photos partout effectivement qui est en feu, etc. La responsabilité des médias selon toi quand même dans cette détérioration quand même, je pense qu'elle est réelle. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Alors, il y a évidemment un rôle des médias dans tout ça. Juste, je pense, pour resituer sur parce qu'en fait, quand on parle des antifas, je mets des guillemets à ce terme justement, mais quand on parle des antifas, souvent à la télé ou dans les médias, c'est souvent en gros pour dire des casseurs, des black blocs et des personnes violentes. Si je résume à très grands traits. Ce qui est assez intéressant, en fait, c'est justement de revenir sur tout le discours médiatique, politique, et aussi policier d'ailleurs, sur cette fameuse figure de l'antifa ou des antifas. Le terme d'antifa ou des antifas, il apparaît dans le débat public, et notamment dans les sphères médiatiques, en 2013, donc suite à la mort de Clément Méric, que j'évoquais tout à l'heure. Et ce qui est assez intéressant de voir, c'est de relire les différents articles qui ont été écrits sur le sujet, à ce sujet-là, sur la mort de Clément Méric à l'époque, et de relire ou réécouter également les déclarations d'un certain nombre de personnalités politiques. En 2013, quand Clément Méric est tué et qu'on commence donc à parler des antifas dans la presse, alors on est déjà dans une version caricaturale de ce que sont ces militants et militantes, mais on n'est pas du tout dans la même caricature actuelle. On parle à l'époque pas du tout de casseurs, black bloc ou je ne sais quoi. Les antifas, tels qu'ils sont décrits à l'époque dans les médias, c'est plutôt ce qu'on caricature de la figure de Clément Méric. En gros, un gamin de 18 ans, étudiant un peu fleur bleue avec des belles idées, où il est contre le racisme, contre l'homophobie, etc., mais qui reste un gamin et qui est quand même pas très très malin et qui s'est fait casser la gueule, et en l'occurrence tuer parce que il a un peu des idées fleur bleue et qu'il n'est pas vraiment prêt à assumer jusqu'au bout ses engagements. Ça, c'est vraiment le discours médiatique. Et si vous relisez les portraits qui sont parus dans absolument tous les journaux de la presse, notamment nationale à l'époque, c'est vraiment, on nous cite
ses dissertations du lycée pour montrer à quel point c'était un élève brillant avec des belles idées qui a été un peu dépassé par tout ça, quoi. De la même façon, pour le pendant politique, si on reprend également les discours qui sont faits, alors en 2013, donc c'est encore François Hollande qui est président de la République, et le ministre de l'Intérieur de l'époque, c'est Manuel Valls. Et il y a des discours assez drôles à réécouter de Manuel Valls qui en gros explique à peu de choses près que les antifas sont les héros de la République et que lui-même, ayant des origines familiales espagnoles, la question de la lutte contre l'extrême droite et de l'antifascisme est hyper importante pour lui et que vraiment Clément Méric c'est une figure héroïque que la République devrait commémorer. Très rapidement, cette figure médiatique évolue, disparaît presque, et le terme d'antifa, alors ça se fait au cours de quelques années, mais notamment l'événement qui marque vraiment la fin de cette transition-là et de l'évolution de la figure de l'antifa, c'est en effet l'affaire dite du quai de Valmy. Donc c'est en marge de la mobilisation contre la loi travail en 2016, une voiture de police qui est donc incendiée, quai de Valmy à Paris. Et il se trouve que parmi les premières personnes qui sont arrêtées très très rapidement dans les 24 premières heures qui suivent l'incendie de cette voiture de police, il y a plusieurs militants et militantes antifascistes, et notamment des militants du fameux groupe Action Antifasciste Paris Banlieue que j'ai déjà évoqué. Et donc tout de suite, il y a ce basculement qui s'opère, où pour le coup, quand on parle des antifas à la télé ou dans les discours politiques, on parle plus du tout de jeunes gamins fleurs bleues, un peu débiles, mais bons étudiants. Mais pour le coup, on parle vraiment de casseurs black bloc, si ce n'est tueurs de flics, parce que il y a toute cette question de, évidemment, la voiture de police a été incendiée. Je sais pas si vous vous rappelez des images, mais elles sont quand même assez impressionnantes. Il y a le policier à un moment qui sort son arme, qui la range, qui sort de la voiture, qui reçoit des coups d'une sorte de tige en métal qui bloque les coups, etc. Et donc il y a toute cette question de finalement les deux policiers s'en sortent, repartent d'ailleurs accompagnés par des passants et sont très légèrement blessés. Voilà, mais il y a quand même toute cette question de jusqu'à quel point, jusqu'à où les antifas qui ont été arrêtés auraient pu aller et est-ce qu'ils auraient pu tuer ces policiers. C'est vrai que ce qui a été qualifié, je crois que Manuel Valls avait dit pour ceux qui veulent se payer un flic, il me semble, pour qualifier. Et c'était les frères Bernanos, c'est ça ? Oui, tout à fait. Il y a, parmi les personnes, il y a beaucoup de militants et militantes qui ont été arrêtés suite à cette affaire, mais parmi ceux qui ont été médiatisés et parmi les militants antifascistes qui ont été médiatisés dans cette affaire, et parmi les tout premiers arrêtés, il y a en effet deux personnes qui s'appellent Antonin et Angèle Bernanos, qui sont deux frères. Qui sont arrêtés tous les deux. Enfin, il y a 4 personnes arrêtées dans les premières 24 heures, dont ces deux frères. Alors, Angèle, finalement, a été innocenté. Et Antonin Bernanos, qui, pour le coup, lui a toujours dit qu'il était innocent, a été condamné pour avoir... il me semble il est condamné pour avoir jeté le fumigène à l'intérieur de la voiture de police qui a ensuite déclenché l'incendie de la voiture. Et pour avoir, il me semble, aussi porté des coups à un des policiers. Après, le détail, la petite anecdote qui peut être intéressante, en tout cas pour les lecteurs, c'est que c'était les arrière-petits-enfants de l'auteur, de Bernanos, on est d'accord ? Il y a un lien familial avec Bernanos. C'est ça, hein. Tout à fait. Bon, voilà, c'est une petite anecdote que moi j'ai trouvée chouette. Voilà. Oui, alors j'ai noté quelque chose, c'est que tu utilises toujours le terme militant d'extrême droite pour qualifier donc ce que les antifas pourraient qualifier tout bêtement de FAF. Tu n'utilises jamais le terme facho ou FAF pour parler de ces personnes-là, ou pourquoi ? Explique-nous. Alors j'utilise le terme de FAF, mais je ne suis pas sûr que le terme de FAF parle à tout le monde. FAF, c'est l'acronyme de Franco-Français, et c'est en fait la façon dont beaucoup de militants d'extrême droite se désignent eux-mêmes, et du coup, les militants et militantes antifascistes souvent utilisent également ce terme pour désigner leurs adversaires politiques. Donc si ça m'arrive de parler de FAF, mais c'est pas forcément le terme le plus grand public, donc pour que ce soit compréhensible par toutes et tous, je préfère parler de militants d'extrême droite. Très bien. Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent et de plus en plus, et on n'en a pas vu le bout. On nous dit souvent qu'en fait, l'antifascisme, c'est une phase différente de la même pièce en fait avec l'extrême droite. Qu'est-ce qu'on répond en fait à ces gens-là qui nous disent qu'en fait c'est la même chose, les extrêmes se valent? Je ne sais pas si être pour le racisme et contre le racisme, c'est la même chose. Ah, on est d'accord. Hein, libre à chacun d'en débattre. Je ne sais pas s'il y a grand-chose à répondre à ça. Enfin, c'est sûr qu'il y a tout ce discours un peu de les antifas, c'est comme les fascistes. Voilà. Ça me paraît quand même très très caricatural et assez éloigné de toute connaissance un minimum sérieuse
d'un côté ou de l'autre. Évidemment, les idées ne sont strictement pas les mêmes. Souvent, le parallèle qui est fait, un des arguments qui est avancé pour faire ce parallèle, c'est de dire que des deux côtés, ils ont recours à la violence. Et donc de dire, en gros, taper des adversaires, enfin, le fait de taper ses adversaires politiques, c'est être fasciste, et donc les antifas sont eux-mêmes également des fascistes. Je pense que, enfin, en tout cas, moi, quand je posais la question aux militants et militantes antifascistes par rapport à ça, ce qu'ils me répondaient très, très souvent, par rapport, c'est la différence de conception qu'ils ont de la violence. En gros, tel que eux l'expliquaient, la violence pour l'extrême droite est une fin en soi, et l'extrême droite promeut un modèle de société qui est violent, et qui est violent à travers tout un tas de discriminations, etc. A contrario, les militants et les militantes antifascistes, en tout cas tels qu'ils expliquaient leur recours à la violence, me parlaient systématiquement de la violence comme étant un outil, comme étant un moyen, mais pas une fin en soi. Et il me faisait souvent cet exemple qui me paraît relativement juste. En gros, il me disait, si nous, les antifas, on n'existe pas, les fascistes, ils vont quand même aller agresser des gens dans la rue parce qu'ils sont arabes, gays ou je ne sais quoi. A contrario, si les fascistes n'existent pas, les antifas, a priori, n'agresseront personne. Donc je pense qu'il y a peut-être une différence là, notamment, mais autour de la question du rapport à la violence. Merci. Après, c'est toujours intéressant parce que c'est vrai qu'on le voit sur les réseaux, parfois au repas de famille, il y a souvent en fait ce genre de réflexion, en fait, de faire le parallèle en fait entre deux extrêmes, alors qu'effectivement, ce n'est pas du tout les mêmes enjeux, c'est absolument incomparable. Mais bon, c'est toujours bon d'avoir des outils pour répondre en fait à ce moment-là. Et comme on est à Toulouse et qu'en fait, moi, j'ai appris l'existence de ce groupe grâce à ton livre, est-ce que peut-être que tu pourrais nous parler du scalp, des scalps, tu vois, Oui, alors les scalps, c'est l'acronyme de section carrément anti-Le Pen, et c'est un groupe qui est né en 84 à Toulouse. À l'époque, il y a un meeting de Jean-Marie Le Pen qui est prévu ici. Il y a toute une mobilisation pour empêcher la tenue de ce meeting. Il y a notamment donc ce groupe-là qui émerge à Toulouse, mais ensuite il y a d'autres scalps ou d'autres groupes qui vont prendre des acronymes, des noms différents qui vont émerger un peu partout en France. Et c'est la naissance à l'époque de ce qu'ils appellent l'antifascisme radical, qui est un renouveau assez important de l'antifascisme en France. On est vraiment dans une période de montée en puissance du Front National. C'est les premiers succès électoraux on n'est pas très longtemps après les premiers succès électoraux du FN. Jean-Marie Le Pen commence aussi à être beaucoup invité dans les médias. Donc les scalps vont émerger dans un premier temps à Toulouse, puis un peu partout à travers la France, vont se constituer en réseau à partir de 1992. Ils vont créer un réseau qui s'appelle le réseau No Pasaran, avec évidemment du coup une référence antifasciste ici, mais ils vont assez rapidement élargir un peu leur champ d'action et leur champ de vision, et ça va devenir plus une sorte de coordination de groupes, disons, libertaires, qui entre autres militent sur la question antifasciste, mais pas uniquement. Ils existent toujours ? Le scalp Toulouse, pas à ma connaissance. Ok. Il y a quelques scalps qui survivent encore, mais c'est plus trop d'actualité. Au niveau on parlait juste avant justement des différents groupes, les groupes effectivement plus historiques, autonomes en fait, des antifas et la jeune garde. Il y a des frictions entre ces groupes différents. Est-ce qu'ils sont d'accord ? Alors non, ils sont pas d'accord. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. La jeune garde, c'est un groupe qui dans un premier temps a émergé à Lyon en 2018. Et c'est pas un hasard que ce groupe-là émerge à Lyon, puisque Lyon est une des villes en France où l'extrême droite militante est la plus implantée, où elle dispose notamment de locaux, dans le quartier du Vieux-Lyon, entre autres. Et donc en 2018, il y a ce nouveau groupe, la Jeune Garde, qui se crée à Lyon, dans un premier temps avec un discours assez simple. Ce qu'ils veulent obtenir, c'est la fermeture des différents locaux d'extrême droite dans la ville, et ils adoptent une posture assez forte d'apparence, ou en tout cas ils prônent vraiment l'action directe. En gros, ils veulent aller fermer ces locaux, donc ils attaquent un certain nombre de ces locaux d'extrême droite, etc. Ils revendiquent à l'époque tout ça, et assez vite ils vont un peu changer de stratégie et développer une stratégie qu'on pourrait, faut le dire vite, qualifié d'un peu plus institutionnel, ou en tout cas il sera plus conventionnel. Il se rapproche beaucoup,
certains des termes qu'ils utilisent beaucoup pour parler de leur propre démarche maintenant. Ils parlent de démarche unitaire, de défense de classe, de camp social, etc. Et donc eux, pour le coup, ils se rapprochent beaucoup notamment des syndicats, d'un certain nombre de partis politiques, de tout un tas de structures, disons, relativement classiques de la gauche et de l'extrême gauche, ce que historiquement ne fait pas ou en tout cas moins le courant antifasciste autonome. La Jeune Garde va essaimer dans d'autres villes. Maintenant, ils sont présents dans 5 villes en France. Et en effet, depuis à minima l'été 2022, mais il y a eu des tensions antérieures, mais depuis l'été 2022 notamment, la situation, les rapports entre les deux principaux courants, donc le courant de la Jeune Garde et le courant antifasciste autonome, sont mauvais, si ce n'est très mauvais. Alors, ça varie un peu d'une ville à l'autre. La seule ville à l'heure actuelle, à ma connaissance, où les rapports sont pas trop mauvais, c'est Strasbourg. Mais pour le dire vite, sans rentrer dans les détails, mais à l'été 2022, à Lyon, il y a eu des affrontements entre des militants de la Jeune Garde et des militants et militantes d'un groupe antifasciste, d'un autre groupe antifasciste lyonnais qui s'appelle la GAL, qui est un des groupes du courant antifasciste autonome. Et donc suite à ça, ces tensions se sont exportées dans d'autres villes. Et donc les rapports sont mauvais, ils se parlent assez peu, si ce n'est pas du tout. Ça va être intéressant de voir je l'évoquais tout à l'heure, mais donc là on va commémorer dans quelques jours les 10 ans de la mort de Clément Méric. À cette occasion-là, il y a beaucoup d'événements militants qui sont organisés partout en France, mais notamment à Paris, avec plein de conférences, des concerts, une grande manifestation. L'année dernière, la Jeune Garde, suite à ces tensions, en fait, avait fait son propre événement en lien avec le syndicat solidaire. Là, pour le coup, cette année, a priori, ils appellent à aller au même événement, enfin à l'événement parisien qui est plutôt organisé et lié au courant antifasciste autonome. Reste à voir comment ça va se passer. J'espère quand même qu'ils vont pas se taper dessus pendant la manifestation. Oui, on espère. Dommage, mais en tout cas, clairement, les relations sont pas au top. Peut-être que quelqu'un d'ailleurs dans la salle sait s'il se passe quelque chose à Toulouse autour de la mort de Clément Méric. Non ? Parce que je ne pouvais pas répondre à cette question, moi, donc non. Est-ce que tu as peut-être envie d'ajouter quelque chose, des questions que j'aurais pas posées Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Parce que sinon, il va falloir que je passe donc aux questions du public. Tu as peut-être envie d'ajouter quelque chose ? Oui. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames ? J'aurais aimé savoir, parce que du coup, j'ai pas lu votre livre, mais est-ce que vous, votre avis, votre opinion, du coup, est-ce que la violence, justement, je veux dire, quand on est antifa, est-ce que ça peut être utile d'aller jusque-là ? Est-ce que c'est quelque chose, comment on peut, est-ce que vous comprenez qu'on puisse en arriver, justement, des fois, vous parliez des mobs, par exemple, si des fois ça se termine mal ou des choses comme ça. Parce que j'avoue, moi, je sais pas trop encore comment me positionner par rapport à ça. Voilà, moi, ça me fait un petit peu peur. Donc, du coup, je sais pas si jamais je peux poser la question. Voilà, si. Je suis pas sûr d'avoir un avis précis sur la question, ou en tout cas que mon avis soit si intéressant que ça. Je pense que mon travail en tant que journaliste, c'est en l'occurrence de décrire le phénomène. D'expliquer les tenants et les aboutissants, en l'occurrence relayer les explications des militants et militantes. Après, sur la question du recours à la violence, je pense que chacun et chacune est libre d'avoir son avis sur la question. Sinon, moi, je voulais te demander, je sais pas, est-ce que tu as suivi la polémique avec le jeu Antifa, peut-être ? Je l'ai suivi de loin, enfin ça date de le décembre dernier, il me semble. Il y a 1 an et demi, enfin oui. Ouais, décembre 2021. Oui, autour d'un jeu qui s'appelait Antifa, en fait, et qui d'ailleurs en fait existait déjà depuis quelques années. Et je pense que l'extrême droite s'est rendu compte que ce jeu existait très tardivement et a du coup demandé au Fnac, etc., de le faire retirer. Tout à fait. Alors c'est un jeu de société qui est édité par une maison d'édition qui s'appelle Libertalia, qui est donc un jeu de société qui a vocation à vous faire vous mettre dans la peau d'un antifa. J'ai jamais joué au jeu, donc je sais pas très exactement comment ça fonctionne. Qui en effet existait depuis un certain nombre d'années. Je pense ça doit faire. Enfin à l'époque ça faisait au moins 1 an ou 2 que le jeu existait. Et il me semble que la polémique est à l'initiative de je ne sais plus quelle personne, mais membre du parti Reconquête, donc d'Éric Zemmour, qui a tweeté sur le fait que ce jeu était de façon indignée sur le fait que ce jeu était en vente libre et notamment à la Fnac. La Fnac a réagi très très rapidement et a retiré de la vente ce jeu. Ce qui a fait une énorme polémique et la Fnac a fini par le remettre en vente, il me semble, 3 jours plus tard. Donc ça a juste fait beaucoup de pub pour ce jeu. Ah oui, nous
l'a très très bien vendu. Ça a été du pain béni. Mais au-delà de ça, j'ai jamais joué au jeu, donc je sais pas exactement. D'accord, ce non, qu'il parce vaut. que c'était quand même assez intéressant, parce que c'est les mêmes personnes en fait qui nous disent que voilà, le wokisme s'empare du monde et que voilà, que la cancel culture, que n'importe qui peut décider de retirer n'importe quelle œuvre, etc. Et en fait, ils se prêtent à ce jeu extrêmement bien dans l'extrême droite. Voilà, c'était là où je voulais t'amener en fait. Oui, la Je- cancel culture de l'extrême droite, je sais pas si j'ai grand chose à dire dessus, mais en l'occurrence, oui, ils ont demandé à le retirer de la vente. Le fait est que ce qui est assez marrant quand même, qui est sorti dans la foulée, c'est que sur le site de la Fnac, pour le coup, vous pouvez trouver beaucoup de choses, y compris des livres tout à fait antisémites ou des livres racistes ou je ne sais quoi. Donc il y a sûrement des choses à retirer de la vente du site de la Fnac qui, pour le coup, sont contraires aux lois. Je suis pas sûr que le jeu Antifa soit nécessaire, ou en tout cas que ce soit le cas. Ah non, évidemment que ça l'est pas, justement. C'est pour ça que voilà, ça s'est arrêté là, cette histoire. Mais c'est vrai que ça m'avait... La dichotomie entre ce qui est dit et ce qui est fait, effectivement, dans ces milieux-là, m'avait surprise. Et puis, je vais tous trouver que c'était intéressant. Ouais, moi j'avais une question vis-à-vis de la cible en fait du bouquin. En l'écrivant, à qui vous pensiez en fait quand vous l'écriviez, qui vous pensiez toucher, et aussi est-ce que vous pensez avoir réussi, est-ce que vous avez des retours là-dessus, voilà, est-ce que vous pensez avoir atteint votre cible et atteint votre objectif en écrivant ce bouquin, quoi. Je sais pas si je m'étais fixé une cible très précisément en tête. L'idée générale, c'était de démystifier en gros qui sont les antifs. Le fait est que, comme je disais, il n'y a pas grand-chose qui existe sur le sujet. Donc je pense que toute personne qui se pose sincèrement la question de qui sont les antifas, qui veut aller un peu plus loin que juste le discours médiatique qui est un peu répété en boucle sur un certain nombre de plateaux par un certain nombre d'éditorialistes, fait partie de la cible. Est-ce que j'ai atteint la cible? Je sais pas, j'ai pas encore de retour sur les chiffres de vente. J'en aurai d'ici quelques semaines normalement. Et après, un autre enjeu qui m'a semblé assez important, mais qui est plus apparu au cours de l'écriture, c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué encore, mais une vraie difficulté à laquelle j'ai été confronté, c'est ce que j'appelle la rupture des mémoires militantes. En fait, alors l'objet du livre était clairement de se focaliser sur la génération militante actuelle, en gros les 10-15 dernières années. Mais pour autant, il y a un premier chapitre introductif qui est un peu une sorte d'histoire de l'antifascisme ces quelques dernières décennies en France. Et c'est vraiment le chapitre que j'ai eu le plus de mal à écrire. Parce qu'en fait, justement, il n'existe à peu près rien sur le sujet, premièrement. Et deuxièmement, les militants et militantes qui ont connu ces périodes-là sont à peu près introuvables. Et c'est pas tant que moi j'ai pas réussi à les trouver, mais c'est surtout que les militants et militantes que j'ai rencontrés, les jeunes entre guillemets que j'ai rencontrés, eux-mêmes et elles-mêmes connaissaient extrêmement mal les luttes qui les avaient précédées, les groupes qui les avaient précédés, etc. Et donc, en étant confronté en fait à cette rupture de la mémoire militante à travers mon travail, je me suis dit que une des choses à laquelle pouvait servir ce travail, pour le coup, c'était un peu de servir d'archive, d'un sorte de... J'ai pas du tout la prétention d'avoir fait une histoire au sens large du mouvement antifasciste, mais plus une archive et un instantané de qu'est-ce que c'est l'antifascisme à l'heure actuelle en France, qu'est-ce qu'il a été ces, disons, 10 dernières années, ou en tout cas une partie de l'antifascisme, parce que j'ai pas non plus la prétention d'avoir parlé à absolument tout le monde et d'avoir évoqué absolument tous les groupes, mais en tout cas que cette archive-là et cet instantané-là puissent potentiellement servir à des futures générations militantes ou non d'ailleurs, qui s'intéresseront à cette période. Pour ce qui est de peut-être tes conseils de lecture, je sais pas, peut-être que tu aimes lire? Ça m'arrive. Je te dis ça, mais je sais pas, tu as peut-être des choses justement à nous conseiller un petit peu sur l'antifascisme ou sur... Alors on sait qu'effectivement il n'y a pas grand-chose qui a été fait, mais voilà, sur les luttes sociales, est-ce qu'il y a des choses que tu as lues en fait que tu penses qui intéresseraient le public en fait de ton livre? Alors sur l'antifascisme, j'ai pas fini de le lire parce qu'il vient de sortir, mais c'est important pour moi de le mentionner. Il y a un livre qui du coup est sorti vendredi dernier, il me semble, qui porte sur Clément Méric, qui a été écrit par un certain nombre de ses proches, notamment sa mère et certains de ses amis et camarades, qui s'appelle Clément, une vie des luttes. Et vous voyez que
Le titre reprend également à peu de choses près le même slogan que moi j'ai utilisé comme titre. Il est en vente au niveau de la caisse là-bas. Je pense que c'est important que ce livre existe parce que justement jusqu'à présent, et c'est aussi quelque chose dont je parle dans le livre, il y a beaucoup de discussions, c'est le moins qu'on puisse dire, au sein du mouvement antifasciste sur qui était Clément Méric et toute l'utilisation ou les utilisations entre guillemets qui ont pu être faites de sa figure, de comment est-ce qu'on commémore son meurtre sans tomber dans une forme sans l'ériger en martyr, sans tomber dans une forme de réappropriation militante, etc. C'est quelque chose qui divise beaucoup le mouvement antifasciste, qui a été très difficile à vivre pour un certain nombre de ses proches que j'ai pu rencontrer aussi, qui me racontent j'ai eu des sons de cloche vraiment très différents autour de ça. Et ce livre, pour ce que j'en ai lu, essaye au moins en partie de répondre à ces différentes questions-là. Et je pense que c'est important que, en l'occurrence, ces personnes-là prennent la parole. Il y a notamment du coup sa mère, enfin ses parents et en l'occurrence sa mère, qui a, je crois, assez largement contribué à l'écriture de ce livre, qui jusqu'à présent avait très peu pris la parole dans les médias et autour de cet événement et de la mort de son fils. Et donc je pense que c'est important que ce livre existe. Et donc je vous recommande de le lire, je suppose. J'ignorais en plus que sa mère avait participé à l'écriture de ce livre. Effectivement, je pense que c'est un point de vue intéressant. La mort de Clément Méric, en fait, je sais pas, est-ce qu'il y a des militants antifa en fait qui t'ont dit que ça les avait refroidis dans leur action, en fait, ou au contraire ça. Alors non, ils m'ont pas du tout dit que ça les a refroidis. À contraire, c'est vraiment quelque chose qui est. Je veux dire, par là, je parle d'une crainte en fait. Alors évidemment, ça a matérialisé le risque, enfin un des risques du militantisme antifasciste. Pour autant, je le disais au tout début, c'est vraiment un événement central dans l'histoire du mouvement antifasciste. Et la figure de Clément Méric, au-delà de l'événement en tant que tel, est centrale, ou les figures autour de Clément Méric sont centrales. C'est vraiment quelque chose dont absolument tout le monde m'a parlé, soit pour me dire, je me rappelle qu'en 2013, j'étais lycéen et j'ai entendu parler de la mort de Clément Méric, je m'y suis identifié, ça m'a fait prendre conscience du danger de l'extrême droite en France. Et donc c'est pour ça que par la suite, je me suis intéressé à la question du fascisme, de l'antifascisme et que j'ai fini par militer. Soit à contrario, ce qui était assez intéressant, c'est qu'il y a des militants notamment plus jeunes qui tout de suite alors qu'il ou elle n'avait pas du tout connu cette période-là, se positionner par rapport à ça. Une des premières choses, quand je leur posais un peu des questions sur le pourquoi du comment de leur engagement antifasciste, tout de suite ils me disaient « Ah bah moi j'ai pas connu Clément » ou « Moi à l'époque j'étais trop jeune, je m'en rappelle pas, mais quand même, etc. » Donc il y a vraiment une centralité de cette figure et de la mort de Clément Méric. Mais si on devait résumer, ça les a plutôt, pour beaucoup, motivés, entre guillemets, à poursuivre leur engagement. Et pour ce qui est notamment de ses camarades et des militants qui étaient là à l'époque, pour beaucoup, dans ce qu'ils m'ont décrit, c'est un événement, alors évidemment très marquant à titre personnel, parce que c'est la mort d'un de leurs amis quand ils ont 18-19 ans, mais surtout c'est un sorte de basculement dans leur militantisme, où ils parlent de l'événement comme ayant transformé leur militantisme, qui était une forme un peu d'engagement de jeunesse, parce que à 18 ans, à l'époque, pour eux, c'est cool, entre guillemets, d'être antifa et un peu se construire une figure, et que pour le coup, une fois que leur ami, un de leurs meilleurs amis a été tué, c'est devenu extrêmement concret, et c'est devenu la lutte de leur vie, quoi, d'essayer de poursuivre le combat de leurs camarades. Et c'est d'ailleurs tout le sens du slogan qui tout de suite a été créé et s'est imposé comme étant le slogan d'hommage à Clément Méric. C'est cette idée que le meilleur hommage à lui rendre, c'est de continuer le combat et poursuivre ses combats. Même dans les mobilisations physiques, en fait, ça n'a freiné personne, parce que c'est vrai que quand même, quand on se dit qu'en fait on peut mourir en se battant pour ses idées, voilà, ça peut être effrayant, genre, au minimum. J'imagine bien. Du coup, j'imagine. Oui, je suppose qu'il faut une certaine forme de courage pour aller se confronter physiquement à des militants d'extrême droite, en effet. Bonjour, j'ai pas encore lu votre livre non plus, mais du coup par rapport à ce que vous dites, je suis un peu surprise que vous ayez jamais utilisé le mot anarchie, et je voulais savoir du coup pourquoi en fait, et peut-être le fait que vous ayez rencontré autant de personnes du mouvement antifasciste français, pouvoir et arriver à éclaircir les intentions politiques, et du coup est-ce que ce n'est
pas qu'une, mais est-ce qu'il y a des intentions politiques plus marquées et plus prononcées, notamment sur le mouvement anarchiste et au niveau des organisations de groupes, en fait, est-ce que c'est des groupes qui sont organisés sur que de l'autogestion ou est-ce qu'il y a des groupes qui sont organisés beaucoup plus de façon pyramidale et du coup en dehors de l'anarchie? Alors, à peu près personne au cours des entretiens n'a fait de référence vraiment marquée à la question de l'anarchie, de l'anarchisme, à l'histoire du mouvement anarchiste. Pour ce qui est des formes d'organisation, ça diffère d'un courant à l'autre, justement ce que j'évoquais plus tôt. Le courant antifasciste autonome est très très largement composé de groupes qui fonctionnent selon des bases, disons, affinitaires. Donc en gros, pour le dire vite, c'est des groupes de copains entre guillemets qui militent ensemble et qui donc fonctionnent par cooptation à travers leur recrutement, etc. Et à contrario, la jeune garde a un fonctionnement beaucoup plus pyramidal. Alors, c'est pas très très clair. C'est quelque chose dont je parle dans le livre. J'ai rencontré un certain nombre de militants et militantes de la Jeune Garde, mais j'ai uniquement rencontré leurs cadres parce qu'ils m'ont empêché de rencontrer les autres militants et militantes. Ils m'ont dit qu'ils avaient des instances internes avec donc des instances locales, nationales, des rôles, des cadres, etc. Mais ils ont été très 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 peu transparents sur le fonctionnement réel. Donc de ce que j'en ai perçu, c'est très clairement pyramidal. Et c'est d'ailleurs une des critiques qu'il aurait beaucoup faites, c'est que il y a disons 2-3 personnes, 2 principalement, qui sont un peu les figures de la Jeune Garde et qui a priori dirigent un peu tout d'une main de fer à l'intérieur. Mais j'en sais pas beaucoup plus sur concrètement comment ils sont structurés et organisés en interne. Oui, bonjour. Tout le discours est un petit peu centré sur la France, c'est peut-être voulu, hein, et j'aurais voulu savoir si, au niveau international, s'il y a un rayonnement de ce groupe antifasciste, et notamment, je pense, des pays voisins comme l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne ou la Russie un peu plus loin. Alors, il y a des liens qui existent entre le mouvement antifasciste en France, les mouvements antifascistes en France et un certain nombre de pays voisins. Ça reste relativement limité. Il y a assez peu de groupes qui m'en ont parlé. Pour les liens qui existent, il y a notamment des liens entre Strasbourg, à Strasbourg, il y a à la fois une action antifasciste Strasbourg et à la fois une jeune garde Strasbourg, qui sont tous les deux en lien avec différents groupes en Allemagne. Proximité frontalière, la proximité géographique facilite ça. Au-delà du cas particulier de Strasbourg, les liens s'incarnent principalement lorsqu'il y a des grands rendez-vous annuels, soit en France, soit dans ces pays-là. Notamment, chaque année, au moment de la commémoration de la mort de Clément Méric, il y a toujours un grand événement, une grande manifestation qui est organisée à Paris notamment. À cette occasion-là, il y a des groupes militants étrangers, espagnols, italiens, suisses, allemands principalement, qui font le déplacement. Donc il y a toujours quelques représentants de ces différents groupes. Et de la même façon, quand il y a des grands événements de ce type-là dans ces pays-là, il y a toujours des petites délégations de militants et militantes françaises qui vont sur place, notamment pour commémorer la mort de Dax en Italie, qui est un militant antifasciste qui a été tué dans les années 2000. Il y a également Carlos, qui était un militant antifasciste qui a été tué également dans les années 2000 en Espagne. Et donc, de la même façon que quand il y a les manifestations en hommage à Clément Méric en France, il y a des militants étrangers, il y a quelques militants étrangers qui viennent, il y a de la même façon quelques militants français qui vont à ces événements-là, mais ça reste relativement limité. Oui. Est-ce que vous pouvez nous préciser les relations qu'il y a entre les Black Blocs et donc les antifascistes, parce que dans les manifestations, ils sont quand même ensemble en tête de manif, et la distinction n'est pas toujours très claire pour les gens comme moi qui ne sont pas très au fait de la situation. Alors, la distinction, elle est relativement simple. En fait, les Black Blocs, en tant que groupe ou en tant que personne, ça n'existe pas. Le Black Bloc, c'est une stratégie qui consiste tout simplement à s'habiller en noir en tant que groupe pour s'anonymiser en manifestation. Et donc, au sein du Black Bloc qui peut se former donc, dans certaines manifestations, parmi les personnes qui y contribuent, parmi les personnes qui y vont et donc qui vont s'habiller en noir pour être anonymes et qui vont ensuite potentiellement avoir recours à la casse de banque ou affronter la police, il y a entre autres des militants antifascistes, mais c'est donc des militants antifascistes
parmi d'autres types de militants qui ont recours à la stratégie du Black Bloc. Merci. C'est vrai que c'était une question intéressante aussi, effectivement, que j'aurais pu poser. Merci, monsieur. Voilà, si vous n'avez plus de questions, je pense que je peux vous remercier d'être venu. Merci beaucoup. Merci Sébastien Bourdon aussi. Merci. Encore une fois d'être venu. Puis je vous souhaite une très bonne soirée. Si vous avez envie d'une dédicace, peut-être que ouais. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Il s'agissait de Sébastien Bourdon, auteur de Une vie de lutte plutôt qu'une minute de silence, enquête sur les antifas, ouvrage publié aux éditions du Seuil lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche mercredi 31 mai 2023. Réalisation et mise en onde de la rencontre, Radio avec Radio Plus et Radio Terre.